pendant le dîner de Pâques, mes parents m'ont jeté un verre de vin à la figure car je refusais que ma sœur et ses enfants emménagent chez moi. Tu es égoïste, a dit ma mère, et ils ont ajouté, tu as des chambres de libre. Alors, j'ai souri, je me suis levé, et j'ai conduit jusqu'aux urgences. Enseignant, j'ai envoyé un SMS à mon avocat, phase 1, terminé. La police est venue. Le verre de vin s'était brisé contre ma tempe avant même que je puisse réaliser ce qui venait de se passer. Un liquide rouge se mélangeait au sang rouge, coulant le long de mon visage, tandis que je restais assise là, dans un silence stupéfait. Ma mère se tenait à l'autre bout de la table, le visage tordu de rage, tandis que mon père avait l'air presque fier de ce qu'il venait de faire. « Tu es égoïste » a hurlé ma mère, sa voix assez stridente pour faire vibrer le centre de table de Pâques. « Tu as des chambres de libre. » J'ai touché mon visage, et mes doigts en sont revenus collants et pourpres. La coupure au-dessus de mon sourcil était plus profonde que je ne le pensais. Parfait. J'ai laissé un sourire s'étirer sur mon visage, observant lentement la confusion remplacer la colère sur leurs expressions. Me levant prudemment, j'ai attrapé mon sac à main sur le dossier de ma chaise. « Où crois-tu que tu vas » a exigé mon père. « Faire examiner ça » ai-je dit calmement, en sortant mon téléphone. « Merci à vous deux. » C'était exactement ce dont j'avais besoin. Ma sœur, Bethany, se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, la bouche bée. Son mari, Kenneth, a eu la décence d'avoir l'air horrifié, tandis que leurs enfants, Madison, 9 ans, et Tyler, 6 ans, pleuraient à l'étage. Madison était juste là quand c'est arrivé, figée par le choc, une assiette de dessert à la main. Je suis passé devant eux tous sans un mot de plus. Le trajet jusqu'aux urgences a pris 20 minutes. Je n'aurais probablement pas dû conduire avec une blessure à la tête, mais appeler une ambulance aurait soulevé des questions auxquelles je n'étais pas encore prête à répondre. À chaque feu rouge, je prenais une autre photo de mon visage, documentant la traînée de sang, l'enflure, les fragments de verre que je sentais encore incrustés dans ma peau. Puis j'ai envoyé un texto à mon avocat, Richard Stevens. Phase 1, terminée. Preuve sécurisée. Plusieurs photos, témoins présents. En route pour les urgences maintenant. Sa réponse fut immédiate. Parfait. Je prépare les documents. 4 heures plus tard, après avoir attendu au triage et avoir enfin été examiné, j'étais assise dans une salle d'examen pendant qu'une infirmière retirait de minuscules éclats de verre de mon front. Le médecin avait déjà confirmé la commotion cérébrale, 7 points de suture nécessaires, et une potentielle cicatrice. La police est arrivée peu après, répondant au rapport d'agression obligatoire de l'hôpital. L'agente Martinez était minutieuse. Elle a pris ma déposition, photographié mes blessures, et a recueilli mes vêtements ensanglantés comme preuve. Je lui ai tout donné, les noms, l'adresse, un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé. Elle semblait sincèrement préoccupée, ce qui était rafraîchissant. Madame, avec des blessures comme celle-ci, et votre déposition, nous devrons procéder à une arrestation ce soir. Êtes-vous préparé à cela? J'ai hoché la tête. Je le suis, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. Ce n'était pas un acte isolé. Leur comportement s'intensifie depuis des mois. Cela a capté son attention. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le dossier que je constituais depuis janvier. Des SMS où ma mère exigeait que je cède ma maison. Des messages vocaux de mon père menaçant de m'apprendre le respect. Des emails de Bethany expliquant comment elle méritait ma maison plus que moi, parce qu'elle avait des enfants. Ma sœur a perdu son emploi il y a 6 mois, ai-je expliqué. L'entreprise de son mari a fait faillite. Ils sont menacés de saisie. Au lieu de réduire leur train de vie ou de déménager dans un logement abordable, ils ont décidé que je devais simplement leur céder la maison que j'ai mis 10 ans à payer. L'agente Martinez a parcouru les messages, son expression s'assombrissant. C'est du harcèlement. Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela plus tôt? Parce que j'avais besoin qu'ils franchissent une ligne. Une ligne qui ne pourrait être ni ignorée, ni justifiée. Je l'ai regardé dans les yeux. J'avais besoin qu'ils fassent quelque chose de si flagrant qu'il y aurait des conséquences auxquelles ils ne pourraient pas échapper. Elle m'a étudié un long moment. Vous avez planifié ça. Je me suis protégé. Il y a une différence. 2 policiers sont allés chez mes parents cette nuit-là. Ils ont arrêté ma mère, Virginia, et mon père, Harold, pour agression. Bethany m'a appelé 17 fois avant que je ne bloque finalement son numéro.
Kenneth a envoyé un long email me suppliant de retirer les charges, prétendant que je déchirais la famille. Je l'ai transféré à Richard. L'audience préliminaire a eu lieu en moins d'une semaine. Mes parents se sont présentés avec un avocat commis d'office qui avait l'air de vouloir être n'importe où sauf là. Mon avocat est arrivé avec une mallette pleine de documents qui dépeignaient une famille convaincue d'avoir droit à tout ce pour quoi j'avais travaillé. Richard a d'abord présenté les SMS. Des messages où Virginia me disait que j'étais ingrate de ne pas soutenir la famille de ma sœur. Des messages où Harold disait que je devais me souvenir d'où je venais et arrêter de prendre de grands airs. Des messages où ils discutaient tous les deux de la manière dont ils allaient me convaincre ou, à défaut, me rendre la vie misérable jusqu'à ce que j'obéisse. Puis sont venus les messages vocaux. La voix de Virginia, mielleuse, « Ma chérie, tu sais que Bethany a besoin de cette maison. Tu n'as même pas d'enfant. Pourquoi as-tu besoin de tout cet espace? C'est du gaspillage. Égoïste, vraiment. La voix d'Harold, menaçante, tu ferais mieux de réfléchir à ce qui compte, ma fille. La famille, c'est tout. Souviens-toi de ça, ou tu découvriras ce qui arrive quand on l'oublie. Le visage du juge est resté impassible, mais j'ai vu sa mâchoire se contracter. Richard est passé aux emails. Bethany avait été prolifique, m'envoyant plusieurs messages par semaine. Certains étaient suppliants, d'autres manipulateurs, d'autres carrément exigeants. Tu me dois bien ça, Sarah. Maman et papa t'ont toujours tout donné. Ils ont payé tes études. Ils ont aidé pour ton apport. Maintenant, c'est à ton tour de m'aider. Madison et Tyler méritent une belle maison. Ils méritent ta maison. Sauf qu'ils n'avaient pas payé mes études. J'avais eu 2 emplois et contracté des prêts que je venais juste de finir de rembourser l'année dernière. L'aide pour l'apport avait été un prêt que j'avais remboursé avec intérêt. Mais dans la mythologie de ma famille, j'étais la gâtée à qui tout avait été offert. Le procureur m'a demandé de décrire le dîner de Pâques. J'ai relaté chaque détail. Comment j'étais arrivé chez mes parents à 14 heures. Comment Bethany et Kenneth étaient déjà là avec les enfants. Comment le dîner lui-même était tendu, Virginia faisant des remarques acerbes sur les gens qui ont plus que ce dont ils ont besoin. C'est au dessert que la situation a dégénéré. J'ai raconté à la cour que Bethany avait abordé directement le sujet de la maison. Elle a dit qu'elle et Kenneth avaient examiné les papiers et que si je signais simplement, ils pourraient reprendre l'hypothèque. J'ai dit non. C'est à ce moment-là que ma mère s'est levée et a commencé à crier. Qu'a-t-elle dit exactement, a demandé le procureur. Elle a dit que j'étais égoïste, ingrate, que je ne méritais pas ce que j'avais parce que je ne l'avais pas mérité comme Bethany l'avait mérité en ayant des enfants. Mon père s'y est mis, disant que je devais respecter mes aînés et faire ce qui était juste pour la famille. Je suis resté calme, ai-je dit. Je leur ai dit que ma réponse était non, et que ce serait toujours non. Que s'est-il passé ensuite? Mon père a pris son verre de vin et me l'a jeté à la tête. Il m'a heurté au-dessus du sourcil gauche. Ma mère criait encore quand je me suis levé pour partir. L'avocat de la défense, un homme à l'air fatigué nommé Walter Green, a tenté de présenter cela comme un accident. Harold n'avait pas l'intention de me frapper. Il a prétendu que c'était un moment de frustration, un verre qui avait glissé d'une main en colère. Richard a détruit cet argument en quelques minutes. Il a diffusé une vidéo que j'avais enregistrée sur mon téléphone 3 semaines plus tôt, lors d'une visite pour le dîner du dimanche. On y voyait Harold jeter une assiette contre le mur, manquant de peu Bethany, tout en hurlant au sujet du respect. La voix de Virginia était en arrière-plan, ton père a tout à fait le droit d'être en colère. Mes clients aimeraient présenter des preuves que Madame Donovan les a provoquées, a dit désespérément Monsieur Green. Je vous en prie, a dit le juge. Leur preuve consistait dans le fait que j'avais arrêté de venir au dîner de famille hebdomadaire, que j'avais cessé de répondre immédiatement à chaque appel, et que j'avais dit à Bethany que ses problèmes financiers n'étaient pas ma responsabilité. En d'autres termes, j'avais établi des limites, et ma famille considérait cela comme de la provocation. Le juge a fixé la caution à 20 000 € chacun. Harold et Virginia ne pouvaient pas se le permettre. Ils ont passé 3 nuits en prison avant que ma tante Lorraine, la sœur de Virginia, ne la paie pour eux. Lorraine m'a appelé immédiatement après. Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents, a-t-elle exigé. Comment ont-ils pu m'agresser et s'attendre à aucune conséquence, ai-je rétorqué. C'était un accident. Ton père ne voulait pas te faire de mal. Alors il aurait dû y penser avant de me jeter un verre à la tête.
Et si c'était un tel accident, pourquoi exigeait-il que je leur donne ma maison? Lorraine a bafouillé, c'est différent. Tu devrais vouloir aider ta sœur. Je devrais vouloir être exploité financièrement et agressé physiquement. Perspective intéressante, tante Lorraine. Elle m'a raccroché au nez. 3 autres parents ont appelé au cours des jours suivants, tous chantant des variations de la même chanson. La famille pardonne. La famille s'entraide. La famille n'envoie pas la famille en prison. Aucun d'eux n'a reconnu ce que mes parents avaient réellement fait. Aucun d'eux ne m'a demandé si j'allais bien. Mon cousin Nathan a été la seule exception. Il m'a appelé 4 jours après l'arrestation. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-il à voix basse. Tu vas bien? L'inquiétude sincère dans sa voix a failli me faire craquer. 7 points de suture et une commotion cérébrale, dis-je. Mais je vais guérir. Je suis désolé. Je sais que l'oncle Harold a un sale caractère, mais je n'aurais jamais pensé qu'il ferait du mal à quelqu'un. Il fait du mal aux gens depuis des années, dis-je. Il l'a juste enfin fait d'une manière qui a laissé des preuves. Nathan est resté silencieux un moment. Tu sais, toute la famille va prendre leur parti, n'est-ce pas? Ils disent déjà que tu as réagi de manière excessive, que tu essaies de détruire tes parents pour un accident. Laisse-les parler. J'ai des photos, des témoins, et un dossier médical. Eux, ils ont des excuses. Je suis de ton côté, a dit Nathan. Pour ce que ça vaut. Ce qu'ils t'ont fait, essayer de prendre ta maison. Ce n'est pas normal. Ça n'a jamais été normal. Cet appel a compté plus que je ne l'aurais cru. Dans les semaines qui ont suivi, alors que ma famille élargie serrait les rangs autour d'Harold et Virginia, Nathan a été le seul à prendre de mes nouvelles, à me demander comment je guérissais, à ne pas essayer de me convaincre de retirer les charges. Le procureur a offert à mes parents un accord de plaidoyer, des cours de gestion de la colère, une mise à l'épreuve, et une ordonnance restrictive les tenant à distance de moi. Harold a refusé. Il était convaincu qu'un jury verrait les choses à sa manière, qu'il comprendrait qu'il avait juste essayé de protéger sa famille d'une fille ingrate. Richard a souri en apprenant la décision d'Harold. L'orgueil précède la chute, a-t-il murmuré. Le procès a eu lieu en juin. La sélection du jury a pris 2 jours. Richard a rejeté toute personne semblant trop sympathique aux arguments des valeurs familiales. Le procureur a été tout aussi sélectif, cherchant des gens qui comprenaient que l'abus était de l'abus, quelle que soit la relation. Le procès lui-même a duré 1 semaine. L'accusation a présenté les mêmes preuves que lors de l'audience préliminaire, avec un contexte supplémentaire, des dossiers financiers montrant que j'avais remboursé chaque centime que mes parents prétendaient m'avoir donné. Mes relevés de prêts étudiants. Des virements bancaires prouvant que le prêt pour l'apport avait été remboursé avec 3% d'intérêt. Ils ont appelé Kenneth comme témoin. Sous serment, il a admis que Bethany l'avait poussé à m'aborder au sujet de la maison, qu'elle l'avait convaincu que je devais cela à la famille, et qu'il n'avait jamais été approuvé pour une reprise d'hypothèque car leur crédit était ruiné. Donc, il n'y avait jamais eu de moyen réaliste pour eux de reprendre l'hypothèque de Madame Donovan, a demandé le procureur. Non, a admis Kenneth, l'air misérable. Mais Bethany pensait que peut-être, s'ils pouvaient juste emménager, s'installer, tu les laisserais rester. Donc, le plan était essentiellement de squatter la maison de ma cliente. Je suppose, quand on le présente comme ça. Bethany a été appelée ensuite. Elle a été combative dès le début, me foudroyant du regard depuis la barre des témoins. Pensez-vous que votre sœur vous doit sa maison, a demandé le procureur. Elle a plus que ce dont elle a besoin. Oui, je pense qu'elle devrait partager avec la famille. Avez-vous contribué à l'achat de cette maison? Non, mais ce n'est pas la question. Quelle est la question, Madame Harper? La question est que la famille prend soin de la famille. Nos parents l'ont élevée. Ils l'ont soutenue. Et maintenant, elle va les laisser aller en prison pour un accident. Un accident qui a nécessité 7 points de suture et entraîné une commotion cérébrale? Elle a probablement aggravé les choses pour attirer l'attention. La salle d'audience a éclaté. Le juge a frappé de son marteau. Richard s'est adossé à sa chaise avec un sourire satisfait. Bethany venait de démontrer exactement le genre de minimisation et de gaslighting que je subissais depuis des mois. Ma mère a témoigné après le déjeuner. Elle avait clairement été coachée pour paraître sympathique. Elle portait une robe conservatrice, un maquillage minimal, et parlait d'une voix douce et blessée.
J'aime ma fille, dit-elle, en tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir. J'ai toujours aimé mes 2 filles. Je ne comprends juste pas pourquoi elle ne veut pas aider sa sœur alors qu'elle attend. Madame Donovan, votre mari a-t-il jeté un verre de vin à la tête de votre fille? Je n'ai rien jeté. Harold était contrarié, et le verre a glissé. Plusieurs témoins, y compris votre petite fille, Madison, ont déclaré que votre mari a jeté le verre délibérément pendant que vous criez sur votre fille. Mentent-ils tous? Virginia a hésité. Ils ont dû être confus par la situation. Votre petite fille de 9 ans était confuse quant à savoir si son grand-père a jeté un verre à la tête de sa tante. Les enfants ne comprennent pas toujours ce qu'ils voient. Richard l'a contre-interrogé ensuite. Il a sorti un carnet, que j'ai reconnu dans la pile de preuves qu'il avait rassemblée. Madame Donovan, est-ce votre écriture? Virginia a plissé les yeux. Oui. Pouvez-vous lire ce que vous avez écrit sur cette page datée du 15 mars? Elle a pâli. Je ne me souviens pas de ce que c'est. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Vous avez écrit, et je cite, « Si elle n'écoute pas la raison, nous devrons la faire comprendre. Elle ne peut pas simplement ignorer sa famille. Il doit y avoir des conséquences. » Richard a levé les yeux. Quelles conséquences aviez-vous en tête, Madame Donovan? Je ne sais pas. J'étais juste contrarié. Jeter un verre de vin à sa tête étaient-ils les conséquences que vous entendiez? Objection, a crié Monsieur Green. Retiré, a dit Richard avec aisance. Pas d'autres questions. Le témoignage d'Harold fut pire. Il était en colère dès l'instant où il s'est assis, clairement plein de ressentiment d'être interrogé. Le procureur lui a demandé de décrire ce qui s'était passé à Pâques. Ma fille a été irrespectueuse. Elle a refusé d'aider sa sœur, qui a de vrais problèmes. Je me suis énervé. Le verre a glissé. Vous vous êtes énervé, alors vous avez jeté un verre à la tête de votre fille? Je ne l'ai pas jeté. Il a glissé. Il a glissé de votre main alors que vous faisiez un mouvement de lancer que plusieurs témoins ont décrit comme délibéré? Le visage d'Harold est devenu rouge. Je me fiche de ce qu'ils pensent avoir vu. C'était un accident. Le contre-interrogatoire de Richard a été brutal. Il a commencé par l'historique des problèmes de colère d'Harold. De multiples incidents où il avait jeté des objets, frappé des murs, crié sur des membres de sa famille. Rien de tout cela n'avait été signalé, mais Richard avait trouvé des témoins, des voisins, d'anciens collègues, des gens qui avaient vu Harold perdre son sang-froid pour des problèmes mineurs. Monsieur Donovan, vous décririez-vous comme quelqu'un ayant des problèmes de gestion de la colère? Non. J'ai un tempérament normal. Est-il normal de faire des trous dans les murs quand on est contrarié? J'ai fait ça peut-être 2 fois dans ma vie. Votre voisine, Madame Patricia Wells, a témoigné qu'elle vous a entendu crier et claquer des choses au moins 1 fois par mois au cours des 5 dernières années. Ment-elle? Elle exagère. Votre ancien superviseur, Monsieur Thomas Crane, exagère-t-il aussi quand il dit que vous avez été licencié de votre emploi en 2019 pour avoir menacé un collègue? L'avocat d'Harold a objecté, mais le mal était fait. Le jury voyait maintenant Harold comme un homme avec un historique documenté de violence et de mauvais contrôle de ses impulsions. J'ai témoigné en dernier. Le procureur m'a fait tout relater, les années de pression croissante, les exigences grandissantes, les menaces, et finalement, l'agression. J'ai parlé calmement, m'en tenant aux faits, montrant au jury que je n'étais ni hystérique, ni vindicative. J'étais simplement quelqu'un qui avait été poussé trop loin et refusait de se laisser faire davantage. Madame Donovan, pourquoi n'avez-vous pas simplement donné la maison à votre sœur, a demandé le procureur. Parce qu'elle est à moi. Je l'ai méritée. Je l'ai payée. Et céder à l'intimidation, même de la part de la famille, ne fait qu'apprendre à l'intimidateur que ces tactiques fonctionnent. Je n'étais pas disposé à enseigner à mes parents qu'ils pouvaient m'abuser pour obtenir mon obéissance. Aimez-vous vos parents? Je les ai aimés. Mais l'amour ne signifie pas accepter l'abus. L'amour ne signifie pas sacrifier ma sécurité et ma stabilité financière parce qu'ils se sentent en droit de ce que j'ai construit. Le véritable amour inclut le respect, et ils ont cessé de me respecter il y a longtemps. La défense a essayé de me dépeindre comme froide et calculatrice. Ils se sont concentrés sur le fait que j'avais envoyé un SMS à mon avocat immédiatement après avoir été blessé, suggérant que j'avais en quelque sorte planifié l'agression. Je n'ai pas planifié l'agression, dis-je clairement.
Je me suis préparé à la possibilité que leur escalade continue. J'ai tout documenté car je savais que sans preuve, les gens prendraient leur parti. Ils diraient que j'exagérais. Ils diraient que ce n'était pas si grave. Ils diraient que la famille pardonne. Alors, oui, je me suis préparé. Cela ne signifie pas que je voulais que cela arrive. Cela signifie que j'ai été assez intelligente pour me protéger quand c'est arrivé. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Ils sont revenus avec des verdicts de culpabilité pour les 2 chefs d'accusation, agression et harcèlement. Harold et Virginia sont restés silencieux à la lecture des verdicts. Bethany sanglotait dans la galerie. Ce que le jury n'a pas vu, ce qui n'a pas pu être admis comme preuve en raison de subtilités techniques, c'était l'étendue complète de la manipulation financière de mes parents au fil des ans. Richard l'avait tout de même compilé, un épais dossier documentant des décennies de contrôle déguisé en générosité. Quand j'avais 16 ans, j'avais trouvé un travail dans une librairie locale. Chaque chèque de paie allait sur un compte que mon père m'avait aidé à ouvrir un compte de dépôt avec nos 2 noms dessus. Au moment où j'ai eu 18 ans et que j'ai finalement pensé à vérifier le solde avant de partir à l'université, il restait moins de 300 €. Harold a prétendu qu'il les avait utilisés pour des urgences familiales et a promis de me rembourser. Il ne l'a jamais fait. Quand je l'ai confronté à la banque, essayant de comprendre où étaient passées 2 années de salaire, il m'a dit que j'étais ingrate et que dans la famille, on ne compte pas. Le fonds pour les études que mes grands-parents avaient mis en place pour moi? Virginia les avait convaincus de la nommer dépositaire quand j'avais 12 ans, prétendant que ce serait le plus facile à gérer. Quand j'ai postulé à des universités à 17 ans, elle m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour couvrir ne serait-ce qu'un semestre. Je l'ai cru. J'ai demandé tous les prêts et bourses que j'ai pu trouver, et je me suis épuisé au travail pendant 4 ans d'études. Ma grand-mère est décédée pendant ma 3e année. En examinant les papiers de sa succession 2 ans plus tard, j'ai découvert, lors d'une conversation avec l'avocat de la succession, qu'il y avait eu 18 000 € sur ce compte d'éducation lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Où cet argent était passé restait un mystère. Virginia a refusé d'en discuter, prétendant que l'avocat se trompait et que je manquais de respect à la mémoire de ma grand-mère en posant même la question. Le prêt pour l'apport de ma maison était assorti de conditions que je n'avais pas entièrement comprises à l'époque. Ils m'avaient donné 15 000 € avec l'accord que je les rembourserais sur 5 ans à 3% d'intérêt, mais ils avaient aussi exigé des copies de tous mes documents financiers, prétendant qu'ils devaient vérifier que je pouvais me permettre l'hypothèque. Ce qu'ils avaient réellement fait, c'était utiliser ces informations pour surveiller mes dépenses, mes économies et ma croissance financière. Chaque fois que j'obtenais une augmentation ou une prime, Virginia appelait quelques jours plus tard, posant des questions pointues pour savoir si j'avais vraiment besoin de tout cet argent. Quand j'ai remboursé la totalité du prêt en 3 ans au lieu de 5, en faisant des heures supplémentaires et en vivant frugalement pour effacer la dette, Harold avait été furieux. Il m'avait accusé d'être pleine aux âmes pendant que ma sœur luttait. Le fait que j'ai travaillé des heures supplémentaires pendant 6 mois et vécu de nuits instantanées pour effacer cette dette ne comptait pas pour lui. Dans sa vision du monde, tout argent que j'avais était de l'argent que je privais à la famille. Richard avait voulu présenter tout cela au procès pour montrer le schéma d'abus financier qui avait précédé l'agression physique. Le juge a statué que cela était préjudiciable, mais je savais que c'était important. C'était la fondation sur laquelle tout le reste avait été construit. La nuit après le verdict, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer des moments de mon enfance, les voyant avec un nouveau regard. La façon dont Virginia avait insisté pour connaître chaque détail de mes finances, même à l'âge adulte. La façon dont Harold explosait si j'achetais quelque chose de joli pour moi, me traitant de dépensière et d'égoïste. La façon dont ils louaient tous les 2 Bethany pour être humbles et orientés vers la famille, alors qu'en réalité, elle ne les avait jamais défiés. J'avais passé 32 ans à essayer de gagner leur approbation, à essayer d'être assez bonne, assez généreuse, assez altruiste. Le procès m'avait enfin montré la vérité, il n'y avait pas de assez. Ils voudraient toujours plus, prendraient toujours plus, exigeraient toujours plus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Ma thérapeute, la docteure Sarah Whitman, avait été d'une aide inestimable durant ces semaines. Spécialisée dans les traumatismes familiaux, elle m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas un conflit familial normal. C'était une manipulation systématique conçue pour me garder docile et accessible en tant que ressource. On vous a appris dès l'enfance à croire que votre valeur venait de ce que vous pouviez fournir, m'a-t-elle expliqué lors d'une séance. Vos parents ont créé une dynamique où l'amour était transactionnel.
Il donnait de l'affection quand vous obéissiez, la retirait quand vous ne le faisiez pas. Ce n'est pas de l'amour. C'est du conditionnement. Elle m'avait demandé une fois pourquoi j'avais attendu si longtemps pour fixer des limites. La réponse était compliquée. Une partie était la peur. Une partie était l'espoir que les choses changeraient. Mais surtout, c'était la croyance profondément ancrée que les bonnes filles se sacrifient pour leur famille, que mes besoins comptaient moins que le confort de tous les autres. Le point de rupture était survenu en janvier, 3 mois avant Pâques. Bethany s'était présentée chez moi à l'improviste avec une agente immobilière, une certaine Tiffany Morgan qu'elle avait connue au lycée. Elles avaient traversé ma maison, mesurant les pièces et discutant de rénovation, pendant que je restais là, sous le choc. Tiffany n'arrêtait pas de me jeter des regards nerveux, clairement mal à l'aise, mais suivant l'insistance de Bethany qui affirmait que tout était arrangé. On ne fait que planifier, avait dit Bethany joyeusement. Kenneth et moi pensions qu'on pourrait transformer ton bureau en chambre pour Madison, et Tyler pourrait avoir la chambre d'amis. Ça ne te dérangerait pas de déménager dans quelque chose de plus petit, n'est-ce pas? Quelque chose de plus approprié pour une femme célibataire. Tiffany avait eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Je leur avais demandé à toutes les deux de partir immédiatement. Bethany avait pleuré, prétendant que j'étais cruel. L'agente s'était excusée à voix basse en sortant, puis avait laissé une carte de visite sur mon comptoir avec un mot « Je suis désolé pour ça ». Elle m'avait dit que vous étiez d'accord pour discuter de la vente. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'avais appelé Richard cet après-midi-là. Il avait été mon avocat pour un litige de propriété avec un voisin 2 ans plus tôt et m'avait impressionné par sa rigueur. Je lui ai raconté ce qui se passait, la pression croissante, les exigences, la manipulation. Documenter tout, m'avait-il conseillé. Chaque conversation, chaque texto, chaque email. S'ils en viennent aux menaces ou à la violence, nous aurons ce qu'il nous faut pour vous protéger légalement. J'avais commencé à enregistrer les appels téléphoniques après ça. Mon état était un état où le consentement d'une seule partie est requis, ce qui signifie que je pouvais légalement enregistrer les conversations dont je faisais partie sans en informer l'autre personne. Les enregistrements étaient accablants. La voix douce de Virginia devenant vicieuse quand je n'étais pas immédiatement d'accord avec elle. La rage à peine contenue d'Harold débordant quand je suggérais que Bethany et Kenneth demandent une aide au logement. Un enregistrement en particulier m'avait hanté. Virginia avait appelé 2 semaines avant Pâques, soi-disant pour discuter des plans pour les fêtes. J'ai pensé à ta maison, avait-elle dit. C'est vraiment trop pour une seule personne, et avec la situation de Bethany, il est tout simplement logique que tu la leur laisses. Tu parles toujours de vouloir voyager plus. Pense à quel point ce serait plus facile sans une maison dont il faut s'occuper. Maman, je ne vais pas abandonner ma maison. Son ton avait changé instantanément, devenant glacial. Tu es très difficile à ce sujet. Ton père et moi t'avons mieux élevé. Nous t'avons appris la loyauté familiale. Vous m'avez appris à travailler dur et à être indépendante. C'est ce que je fais. L'indépendance est une chose. L'égoïsme en est une autre. Quand ta sœur souffre et que tu as le pouvoir de l'aider, choisir de ne pas aider, c'est de l'égoïsme. Les problèmes financiers de Bethany ne sont pas ma responsabilité. Tout est lié dans une famille. Ton succès est bâti sur ce que nous t'avons donné. Cela signifie que tu as l'obligation de rendre l'appareil. La conversation avait duré encore 20 minutes, Virginia alternant entre culpabilité, manipulation et menaces voilées. J'avais écouté cet enregistrement une 12aine de fois, l'analysant avec la Dr Whitman, comprenant à quel point les schémas étaient profonds. Richard était confiant dès le début que si les choses dégénéraient en violence, nous aurions un dossier solide. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à quel point il serait satisfaisant d'avoir enfin la preuve que je n'étais pas folle, que leur comportement était aussi déraisonnable qu'il le paraissait, que je n'étais pas une mauvaise fille de vouloir garder ce que j'avais gagné. Le lendemain du verdict, ma messagerie vocale s'est remplie de messages. La plupart provenaient de membres de la famille élargie, en colère que j'ai déchiré la famille. Le message de tante Lorraine était particulièrement vicieux. Tu devrais avoir honte de toi, sifflait-elle. Tes parents t'aimaient, ont subvenu à tes besoins, et voilà comment tu les rembourses? En les envoyant en prison. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même, parce que plus aucun de nous ne veut avoir affaire à toi. Bien, pensais-je. Si me couper les ponts signifiait qu'il me laisserait tranquille, j'acceptais. Mais il y avait d'autres messages aussi.
3 d'anciens voisins qui avaient été témoins du comportement de mes parents au fil des ans. 2 d'anciens collègues de mon père qui voulaient partager leurs propres histoires sur son tempérament. Et un de ma conseillère d'orientation du lycée, Madame Patricia Freeman, qui avait pris sa retraite il y a des années. Je me suis toujours inquiété pour toi, disait son message. Tu étais une élève si brillante et capable, mais tu semblais toujours si anxieuse à l'idée de décevoir les gens. J'ai essayé de t'en parler une fois, mais tu t'es renfermée. Je suis désolé de ne pas avoir insisté davantage. Je suis heureuse que tu aies enfin pris ta défense. Ce message m'a fait pleurer. Quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un avait su, même à l'époque, que quelque chose n'allait pas. Je l'ai rappelé et nous avons parlé pendant 1 heure. Elle se souvenait de choses que j'avais oubliées. Des fois où j'étais venu à l'école avec des bleus que mes parents mettaient sur le compte de la maladresse. Des fois où j'avais été si stressé par les notes que j'en étais tombé malade, parce que tout ce qui était inférieur à la perfection signifiait des jours de traitement silencieux à la maison. Ils étaient fiers de toi, a dit Madame Freeman. Mais c'était une fierté conditionnelle. Tu devais continuer à la mériter. Ce n'est pas comme ça que les parents devraient aimer leurs enfants. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. Le juge leur a donné à chacun 1 an de prison de comté, avec possibilité de libération après 6 mois purgés s'ils maintenaient une bonne conduite, 3 ans de probation, une thérapie obligatoire de gestion de la colère et familiale, et une ordonnance restrictive permanente les tenant à au moins 150 mètres de moi. Je veux être clair, a dit le juge, en regardant directement mes parents. La Cour ne reconnaît pas la relation familiale comme une excuse à l'abus. Votre fille avait tout à fait le droit de refuser vos demandes. Elle avait tout à fait le droit de maintenir des limites. Votre réponse à son refus était criminelle, et vous êtes tenu responsable de cela. J'espère que vous utiliserez ce temps pour réfléchir à vos choix et à leurs conséquences. Virginia s'est mise à pleurer. Harold avait l'air de vouloir argumenter mais a gardé la bouche fermée. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes attendaient. L'histoire avait fait l'objet d'une certaine couverture locale, des parents agressent leur fille pour un litige de maison. J'ai fait une brève déclaration. J'espère que cette affaire servira de rappel que la famille n'est pas une excuse à l'abus. Que les enfants adultes ne sont pas une propriété à contrôler ou des actifs à réclamer. Les limites sont saines et nécessaires, même au sein des familles, surtout au sein des familles. Bethany m'a acculé sur le parking. Kenneth essayait de l'éloigner, mais elle était déterminée. Tu as envoyé nos parents en prison. A-t-elle hurlé. Tu as détruit cette famille. Ils se sont détruits eux-mêmes, dis-je. Je refuse juste d'être détruite avec eux. Madison et Tyler perdent leurs grands-parents à cause de toi. Madison et Tyler ont vu leur grand-père me jeter un verre à la tête pendant que leur grand-mère me hurlait dessus. Peut-être qu'il vaut mieux pour eux d'apprendre que les actions ont des conséquences. Kenneth a finalement réussi à l'éloigner. Elle criait encore alors qu'il partait en voiture. Je ne l'ai plus jamais revu. L'ordonnance restrictive signifiait plus de dîners de famille, plus de vacances ensemble, plus d'appels téléphoniques exigeant que je reconsidère ma position. Ce furent les 6 mois les plus paisibles de ma vie d'adulte. J'ai suivi une thérapie pour surmonter les années de manipulation et de contrôle que j'avais prises pour des dynamiques familiales normales. J'ai appris que ce que j'avais vécu avait un nom, abus financier, manipulation émotionnelle, contrôle coercitif. Nathan prenait régulièrement de mes nouvelles. Il avait été ostracisé par la famille pour m'avoir soutenu, mais il ne semblait pas le regretter. Ils sont tous malheureux, m'a-t-il dit un après-midi autour d'un café. Virginia continue de poster sur Facebook à propos de sa fille ingrate, mais la plupart des gens l'ignorent maintenant. Oncle Harold n'est plus autorisé aux réunions de famille parce qu'il devient trop agressif dès que quelqu'un te mentionne. Bien, dis-je. Qu'il soit malheureux. J'en ai fini d'être leur punching ball émotionnel. Bethany et Kenneth ont perdu leur maison le mois dernier. Ils vivent maintenant chez tante Lorraine. Ça ne se passe pas bien. J'ai remué mon café, digérant cette information. Une partie de moi se sentait coupable. Une plus petite partie qu'avant, mais toujours présente. La docteure Whitman m'avait prévenu à ce sujet, les effets persistants d'années de conditionnement. Tu sais que ce n'est pas de ta faute, n'est-ce pas? A dit Nathan, lisant mon expression. Ils ont fait leur choix. De mauvaises décisions financières, refusant d'accepter l'aide des services sociaux parce qu'ils se croyaient trop bien pour ça, pariant tout sur le fait de te forcer à céder. C'est de leur faute. Intellectuellement, je le sais,
dis-je en prenant une gorgée de café. Mais il y a cette voix dans ma tête, la voix de ma mère, qui me dit que la famille prend soin de la famille, que je pourrais faire disparaître tout ça si je leur donnais simplement ce qu'ils voulaient. Et ensuite, a-t-il demandé. Ils emménagent chez toi, ruinent ton crédit, détruisent tout ce que tu as construit, et tu te retrouves avec rien. Ce n'est pas prendre soin de la famille. C'est de l'autodestruction. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais le savoir ne faisait pas disparaître entièrement la culpabilité. Au cours des mois suivants, j'en ai appris davantage sur ce qui se passait en coulisses. Kenneth, se sentant coupable de son rôle dans tout cela, avait commencé à m'envoyer des emails. Ne demandant rien, juste expliquant, confessant, en fait. Bethany avait été la force motrice, mais mes parents l'avaient manipulée, elle aussi. Virginia avait convaincu Bethany que j'avais toujours été la favorite, que j'avais eu des opportunités qui lui avaient été refusées. Rien de tout cela n'était vrai. Bethany avait choisi de se marier jeune et de fonder une famille, j'avais choisi les études et une carrière. Des chemins différents, aucun n'étant mauvais. Mais Virginia les avait recadrés comme des preuves d'un traitement injuste. Ta mère a dit à Bethany qu'ils avaient contracté une deuxième hypothèque pour payer tes études, a écrit Kenneth. Elle a dit qu'ils avaient sacrifié leur retraite pour toi, et que maintenant c'était à ton tour de te sacrifier pour ta sœur. Je l'ai cru. Bethany l'a cru. Nous pensions que nous réparions une injustice, pas que nous en créions une nouvelle. Je n'avais jamais demandé à mes parents de prendre une deuxième hypothèque. Ils ne l'avaient pas fait. Je l'avais vérifié dans les registres publics après le procès. C'était un autre mensonge, une autre pièce de la mythologie qu'ils avaient construite pour justifier leur demande. Les emails de Kenneth dépeignaient une image d'un système familial bâti sur des mensonges et la manipulation, Virginia montant ses filles l'une contre l'autre, Harold utilisant la colère pour contrôler tout le monde autour de lui, tous deux convaincus que leurs désirs étaient des besoins et que les besoins de tous les autres étaient négociables. Bethany est aussi en thérapie, a écrit Kenneth dans son email le plus récent. Une vraie thérapie. Elle commence à comprendre à quel point tout était toxique, à quel point nous avons cru à leur récit. Madison m'a demandé l'autre jour pourquoi nous n'avions pas simplement trouvé des emplois et économisé de l'argent au lieu d'essayer de prendre une maison. 9 ans, et elle a compris ce que nous ne pouvions pas. Les enfants voient souvent les choses plus clairement que les adultes. Madison avait été témoin de la violence de son grand-père, debout dans l'embrasure de la porte avec cette assiette de dessert, et avait compris que c'était mal. Aussi simple que ça. Pas de justification compliquée, pas d'excuses. Ce qui était mal, était mal. J'avais croisé Madison à l'épicerie une fois, environ 10 mois après le procès. Elle était avec Kenneth, et elle avait couru vers moi avant qu'il ne puisse l'arrêter. Tante Sarah, avait-elle dit, en me serrant la taille. Tu me manques. Tu me manques aussi, ma chérie, avais-je dit, la gorge nouée. Je suis désolé que grand-père t'ait fait du mal. C'était vraiment méchant. Kenneth s'était approché prudemment, l'air nerveux. Je suis désolé, je ne l'ai pas vu partir. Nous allons vous laisser tranquille. Ce n'est pas grave, avais-je dit. Madison, tu n'as rien fait de mal. Rien de tout cela n'est de ta faute. Maman a dit qu'on ne peut pas te parler parce que tu as envoyé grand-mère et grand-père en prison. Ils sont allés en prison parce qu'ils m'ont fait du mal, et c'est contre la loi. Mais je ne t'en veux pas, ni à Tyler. Vous êtes de bons enfants. Madison m'avait de nouveau serré dans ses bras avant que Kenneth ne l'emmène. J'étais resté dans le rayon des céréales pendant 5 minutes après, essayant de ne pas pleurer. Ces enfants méritaient mieux que la famille dans laquelle ils étaient nés. Au moins, Kenneth semblait essayer de briser le cycle. La maison elle-même avait pris une nouvelle signification après tout ce qui s'était passé. Ce n'était plus seulement un bâtiment. C'était la preuve que j'avais survécu, que j'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas me prendre. J'avais redécoré après le procès, voulant effacer toute énergie persistante des disputes et de la pression. Le bureau que Bethany avait voulu transformer en chambre pour Madison est devenu un coin lecture rempli de livres et de meubles confortables. La chambre d'amis qu'elle avait prévue pour Tyler est devenue un atelier d'art où j'avais recommencé à peindre, un passe-temps que j'avais abandonné à l'université parce qu'il semblait peu pratique. Chaque pièce reflétait des choix que j'avais faits pour moi-même, sans considérer ce que les autres voulaient ou avaient besoin. Cela aurait dû sembler égoïste. Au lieu de cela, c'était comme une guérison. Mes collègues de travail avaient été étonnamment solidaires tout au long de cette épreuve. Ma patronne, Jennifer Blackwell,
m'avait donné du temps libre pour le procès sans hésitation. Quand je suis retourné au bureau, plusieurs collègues avaient laissé des cartes sur mon bureau pour exprimer leur soutien. Ma sœur a essayé quelque chose de similaire avec mon appartement, m'a dit Jennifer un jour au déjeuner. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait que je lui devais, parce que nos parents l'avaient plus aidé quand nous étions enfants. Elle ne pouvait pas comprendre que leur choix n'était pas ma responsabilité. Nous ne nous parlons plus. C'était étrangement réconfortant de savoir que je n'étais pas seul à vivre cela. Le sentiment de droit familial était plus courant que les gens ne l'admettaient. Tout le monde voulait croire que les liens du sang signifiaient un amour et un soutien inconditionnel. La réalité était plus compliquée et souvent plus douloureuse. La docteure Whitman m'avait présenté à un groupe de soutien pour les personnes confrontées à la rupture familiale. Assise dans ce cercle, écoutant les histoires des autres, j'ai réalisé combien d'entre nous portaient les mêmes blessures. Des parents qui voyaient leurs enfants comme des extensions d'eux-mêmes, des frères et sœurs qui se sentaient en droit de leur succès, des parents qui valorisaient la conformité plutôt que l'individualité. Une femme, Carole, avait perdu son héritage au profit d'un frère qui avait convaincu leur père mourant qu'elle ne le méritait pas. Un autre, James, avait été renié pour avoir refusé de financer l'entreprise en faillite de ses parents. Une jeune femme, Sophia, avait été agressée physiquement par sa mère pour avoir refusé d'abandonner ses études pour s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Des circonstances différentes, mais le même problème sous-jacent, des familles qui croyaient que l'amour signifiait la possession, qui ne pouvaient pas accepter que leurs enfants aient le droit de faire leurs propres choix et de fixer leurs propres limites. La partie la plus difficile, avait dit Carole lors d'une réunion, est de faire le deuil de la famille que vous pensiez avoir, tout en apprenant à accepter la famille que vous avez réellement. Cela a profondément résonné en moi. Je faisais aussi mon deuil. Non pas des parents qui m'avaient jeté un verre de vin à la figure, mais des parents que j'avais cru qu'ils étaient les parents aimants et solidaires que je m'étais convaincu d'avoir, malgré toutes les preuves du contraire. Mes parents ont purgé 4 mois avant d'être libérés pour bonne conduite. Ils ont immédiatement déménagé en Floride, apparemment incapables d'affronter les conséquences sociales de leurs actes dans notre ville natale. Virginia m'a envoyé un dernier email avant leur départ. J'espère que tu es heureuse maintenant, lisait-on. Tu as eu ce que tu voulais. Ton père et moi sommes ruinés. Ta sœur est en difficulté, et tu es toute seule. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu, mais j'ai pensé à ces paroles. Étais-je heureuse? Peut-être pas heureuse. Mais j'étais libre. Libre des exigences constantes, des culpabilisations, du sentiment que je leur devais des morceaux de moi-même que je ne pouvais pas me permettre de donner. Libre d'attendre la prochaine explosion, la prochaine menace, la prochaine tentative de prendre ce pour quoi j'avais travaillé. 1 an après le procès, j'ai reçu une lettre de Bethany. Elle était étonnamment contrite. J'ai suivi une thérapie, écrivait-elle. Une vraie thérapie, pas celle ordonnée par le tribunal. Je commence à comprendre à quel point j'étais pleine de droits, à quel point j'ai cru au récit de maman et papa selon lequel tu nous devais quelque chose. Kenneth et moi nous reconstruisons. Nous sommes dans un endroit plus petit, mais c'est à nous. Madison et Tyler s'adaptent. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé pour mon rôle dans ce qui s'est passé. J'ai gardé la lettre. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai gardée. Peut-être qu'un jour, il y aurait de la place pour la réconciliation. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'avais appris que me protéger n'était pas égoïste. C'était nécessaire. Les cicatrices sur mon front se sont estompées avec le temps, bien que je puisse encore les voir en regardant de près. Elles me rappelaient ce que j'avais survécu, ce que j'avais surmonté. Certains pourraient les voir comme des marques d'un traumatisme familial. Je les voyais comme la preuve que j'avais enfin appris à me choisir. La phase 1 s'était terminée au moment où ce verre de vin avait heurté mon visage. Mais la vraie victoire est venue plus tard, dans les moments de calme où j'ai réalisé que je n'avais plus peur. N'attendant plus la prochaine exigence, n'essayant plus de mériter l'amour de gens qui me voyaient comme une ressource à exploiter plutôt qu'une personne à chérir. Je me suis construit une belle vie, une vie paisible. Et je l'ai protégée de la seule manière possible, en refusant de laisser quiconque, même la famille, me la prendre. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Et je le referais, sans hésiter une seule seconde.